Écoutez, bienvenue à tous et merci d'être là pour cette conférence CTO InShape Core AI 2025. Pour finir, on aura Khalid Djebari qui nous expliquera l'IA va-t-elle tuer le métier de développeur. Et là, on aura dans le channel, n'hésitez pas à poser vos questions, à lever des sujets. On recueille les questions au fur et à mesure et puis on les posera au bon moment en fait aux différents conférenciers. Bienvenue dans CTO InShape, le podcast qui vous amène à la rencontre des esprits les plus brillants du monde tech. Je suis Mathieu Calaoui et chaque épisode est une invitation à explorer les idées et les innovations qui façonnent notre avenir. C'est parti. Rebonjour, Khalid Djebari, développeur senior chez Evrig, qui sponsorise et co-organise cette conférence. Que je co-organise du coup avec Mathieu. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question un petit peu épineuse qu'on s'est tous plus ou moins posée dans le monde du logiciel. C'est est-ce que l'IA va tuer le métier de développeur ? On a tous vu, on a tous essayé les produits ChatGPT et autres IDE récents, et quand on voit la capacité des IA à écrire du code, on a le droit de se poser cette question quand on voit ce que les IA ont pu faire dans d'autres domaines, par exemple pour la génération d'images, où on voit des résultats d'énorme qualité, qui sont vraiment très qualitatifs. On peut faire des choses très très bien, qui évitent du coup de passer par des graphistes. Si les IA peuvent générer du code, est-ce qu'on a encore besoin de passer par des développeurs ? Est-ce qu'on aura encore besoin ? Je vais essayer de répondre à cette question. Alors, petit disclaimer... je spoil déjà, je ne répondrai pas à la question. Je vais apporter des éléments de réponse. Et essayer de couvrir, d'analyser cette question sous plein d'angles différents pour essayer d'apporter des éléments de réponse pour voir comment, développeur, nous, on doit se positionner par rapport à l'IA, comment on doit comprendre ce que l'IA est capable de faire aujourd'hui et notamment demain, parce que je pose surtout la question au futur, parce que clairement, aujourd'hui, l'IA n'a pas remplacé le développeur. Il y a toujours du boulot, donc 2025 on n'est pas en danger. Si on doit parler de danger, d'ailleurs, à voir. Donc, des éléments de réponse pour répondre à cette question. Je prétends pas non plus avoir la science infuse. J'essaie de pas donner trop d'opinions aujourd'hui. Je le dirai quand je parlerai de mes opinions propres. Mais je vais essayer d'être très factuel, de ramener vraiment de la data pour répondre à la question. Donc, il n'est pas question de savoir « je pense que, oui, moi, j'ai vécu... » Alors, les expériences personnelles sont toutes intéressantes. D'ailleurs, j'en ai vécu et j'en ai lu. Je me suis renseigné sur beaucoup d'expériences. Mais c'est bien aussi d'avoir de la data plus haut niveau et plus concrète pour aborder le sujet. Alors, on va commencer par faire un très bref rappel un panorama de l'évolution de l'assistance de code en général. Jusqu'aux années 2000, on a eu les fondations de l'assistance de code quand le développement logiciel s'est professionnalisé. Parce qu'avant les années 70, l'écriture de code et la programmation, c'était un acte qui était surtout scientifique, c'était surtout le monde de la recherche, les laboratoires qui écrivaient des programmes pour essayer de résoudre des problèmes. Et ça s'est professionnalisé, industrialisé, et on a commencé à avoir des logiciels qui servent à répondre au monde du business. Ça a vraiment explosé dans les années 70. Et du coup, quand ça explose et que ça se généralise, on a besoin de rendre efficaces les opérateurs, ceux qui travaillent, avec des bons outils. Et donc, on a commencé à se poser la question sur comment on peut améliorer les outils. Et donc, c'est à partir des années 70 qu'on a eu les premiers schémas de coloration syntaxique, par exemple, chose qui paraissent évidente aujourd'hui. Les premiers documentations au sein des IDE, les premiers modèles d'autocomplétion, complétion dans le shell, bash, complétion d'abord statistique avec les ctags par exemple, ou le système comme ça pour ceux qui se rappellent, les plus anciens, mais en 96 Microsoft qui a apporté IntelliSense, qui est la première vraie autocomplétion contextuelle. Typiquement on est sur l'instance d'une classe, point, quand on demande l'autocomplétion on a les méthodes de cette classe et rien d'autre, donc c'est vraiment contextualisé par rapport à la position du curseur et dans le code. Les outils de refactoring, donc ça c'est jusqu'aux années 2000, et tous ces outils aujourd'hui on les prend pour acquis, mais ils ont dû être inventés, ils ont dû être réfléchis, ils ont dû être apportés. Puis la deuxième vague, c'est l'introduction de modèles mathématiques et statistiques dans les assistants de code. Donc on ne parle pas encore de LLM, mais
on commence à avoir des modèles de prédiction un peu mathématiques, statistiques, qui cherchent à voir qu'est-ce que pourrait être le prochain mot ou de quoi le développeur aurait besoin juste après. Et on a notamment Tabnine, l'éditeur Tabnine, qui a été le premier modèle, en tout cas commercial, qui a été entraîné sur énormément de code open source pour essayer de faire de la prédiction du prochain morceau de code qu'on veut écrire. Et quand il est apparu, il a fait beaucoup de bruit, vraiment, parce qu'il était complètement révolutionnaire à l'époque. Tabnine, moi je l'avais pas utilisé à l'époque, j'en avais entendu parler, mais je l'avais pas utilisé, mais je sais qu'il avait fait beaucoup de bruit. Et puis on a l'avènement de ChatGPT et du modèle GPT-3, et c'est le début de la révolution des LLM, qu'on a été capable petit à petit d'introduire dans les IDE. On a GitHub Copilot, qui est le premier produit qu'on a peut-être tous utilisé en tant que développeur, parce que c'était l'offre unique. On a tous essayé de faire générer du code JavaScript, Python, CSS, C++, Java, ce que vous voulez. On a tous joué avec, ça a eu beaucoup d'impact. Et la période récente, c'est les modèles les plus puissants. On a eu GPT-4, qui est le premier modèle où on se dit « Ah, quand même, il est intelligent, entre guillemets ». Qu'on parle de dev ou pas de dev d'ailleurs. Je pense que GPT-4, ça a été un peu le tournant pour se dire « Ok, là, on a un niveau d'intelligence qui commence à être suffisamment élevé pour qu'on se pose des questions en tant qu'être humain. » Et en général et en tant que développeur en particulier. Et on a eu les IDE comme Cursor et autres, les outils en ligne de commande. Enfin, voilà, j'ai une petite timeline à l'écran. Et ce qu'on peut voir sur la timeline, c'est... j'ai sélectionné quelques grands événements dans l'évolution de l'assistance de code. On voit qu'il y a une très forte accélération, si on reprend la timeline du dessus, qui est elle à l'échelle. On voit que jusque l'avènement des modèles statistiques et des LLM, on est quasiment à un événement majeur par décennie. Ça prend beaucoup de temps. Parce que ça a pris beaucoup de temps d'industrialiser et d'améliorer l'assistance de code. Entre l'autocomplétion et le refactoring et la documentation au sein des IDE, il s'est passé quasiment 20 ans, quoi. Oui, à peu près 20 ans. Alors qu'aujourd'hui, sur ces quelques dernières années, c'est fou le nombre de modèles et de produits. On a eu des intégrations, des interfaces web, des intégrations dans les IDE, on a des agents asynchrones, on a des agents dans le terminal, on a plein de choses. Intégré à GitHub, etc. aussi, on peut directement chatter avec une codebase sur GitHub. J'ai vu ça tout à l'heure, j'avais pas fait attention, mais il y a un bouton copilote et on clique dessus et on chatte avec sa codebase, quoi. Sur le repository. Ça va très loin. L'intégration est très avancée aujourd'hui. Donc là, je vous montre en 10 secondes. C'est pas très intéressant, c'est juste pour nos utilisateurs nos spectateurs ou nos viewers ou nos auditeurs. Nos loulous, pardon, j'ai oublié le terme consacré aujourd'hui. C'est pour les loulous. Si il y a des outils que vous ne connaissez pas ou que vous avez envie de découvrir certains outils, voilà, j'en ai mis une certaine liste. Ça peut vous être utile. J'ai souligné ceux que j'ai personnellement utilisés et pas mal utilisés, avec lesquels j'ai pas mal d'expérience. Mais il y a plein d'autres outils selon les use cases. Voilà, je passe sur cet écran. Et quelle que soit la position qu'on a, parce que c'est quand même récent tout ça. Comme si vous avez vu la timeline tout à l'heure, c'est quand même très récent en termes d'historique, quoi. On parle d'un produit comme Cursor, l'IDE Cursor. C'est le produit qui, dans l'histoire de l'économie, est passé d'1 million d'ARR, donc de revenus annuels récurrents, à 100 millions, le plus rapide. C'est la croissance économique la plus rapide dans l'histoire de l'économie. Et c'est sur un produit pour les devs. C'est pas un produit généraliste comme ChatGPT, ou c'est pas un produit, une voiture ou un produit physique, ou peu importe. C'est un produit de dev, ce qui paraît assez fou quand même. Donc, il y a énormément d'intérêt, énormément d'attrait, quel que soit ce qu'on en pense, ou quelle que soit son opinion là-dessus. Il y a quand même beaucoup d'attrait sur ce sujet. Donc ça vaut le coup d'en parler aujourd'hui. Et donc je vais essayer de comprendre, et essayer d'expliquer pourquoi, dans quelle mesure l'IA peut potentiellement nous remplacer. Je remets la question au centre parce que ça va vraiment être le fil rouge de mon talk aujourd'hui. Mais on va commencer par une définition dans la tradition de Rich Hickey, le créateur de Clojure. Commencer tous ces talks par ces définitions, et j'aime bien. Donc un métier. Si l'IA va tuer le métier de développeur, qu'est-ce que c'est qu'un métier? Qu'est-ce que c'est qu'un job? C'est une occupation professionnelle en échange
en échange d'argent. Ça, on, a tous on travaille tous, c'est ce que c'est. Mais on peut aussi définir un métier par ses techniques et ses pratiques. Voilà, un couturier ne fait, un certain savoir-faire, en quelque sorte. Un plombier, un autre savoir-faire. Un développeur, un autre savoir-faire, en quelque sorte. Et ce savoir-faire de développeur, il y a plusieurs façons de le résumer, mais je vais le résumer de cette façon-là. C'est à la fois quelqu'un qui, via du code, construit les choses correctement, build the thing right, comme on dit en anglais. Donc le focus, c'est sur le fait d'écrire du code de qualité, un logiciel qui fonctionne bien, qui soit performant, etc. C'est de faire de la qualité dans son produit final, ce qui est commun en vrai à plein d'autres professions en soi. Et c'est également le fait de savoir quoi construire. Et ça reprend un peu les discours que j'ai eus dans mes talks précédents, c'est qu'est-ce qui apporte de la valeur? Qu'est-ce qui est utile? Un bon développeur n'est pas juste un bon technicien, un bon artisan, si je peux... Enfin, non, peut-être pas artisan, c'est peut-être pas le bon terme, mais un bon technicien, mais c'est aussi quelqu'un qui sait, en tout cas qui sait participer aux discussions sur quels sont les prochains moves logiciels à faire en adéquation avec l'apport de valeur maximale pour le client final. Et pas simplement un exécutant qui dépile un backlog écrit par un product manager X ou Y. C'est pas ça le but. C'est vraiment le but, c'est qu'il sache réfléchir sur, qu'il sache s'approprier la raison pour laquelle il est venu écrire du code. Et qu'il sache quel est le bon code à écrire pour continuer à apporter de la valeur. Alors on va essayer de... Je vais analyser un petit peu ces deux points face à l'IA. On va commencer par le deuxième. Et a priori, quand on est développeur, pour savoir quelle est la prochaine feature, par exemple, à développer, qu'est-ce qu'il faut avoir comme connaissance? Il faut connaître, évidemment, le produit existant, connaître le contexte un peu de l'équipe produit, peut-être la roadmap, ses collègues aussi, connaître avec qui on travaille, leurs envies, peut-être, leurs besoins également, la situation économique, potentiellement, de la société. Est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle va pas bien, est-ce qu'elle est capable d'investir ou pas, sa santé financière. Pareil, peut-être connaître le marché, connaître les concurrents, connaître les concurrents, savoir qui se place, où est-ce qu'il y a de l'innovation technologique aussi sur le marché, et même au sens large, la société, parce qu'il peut avoir des impacts. Je prends le cas d'Alan dans le monde médical, une nouvelle loi qui pourrait impacter les consultations numériques, par exemple. Peut-être qu'Alan tombe dans ce jargon-là, sur ce créneau-là, ils doivent le savoir. Pour savoir, on va peut-être tuner le modèle de telle façon ou tuner l'application de telle façon, etc. En fait, on a besoin d'énormément de contexte, en fait, à chaque fois, pour savoir répondre à la question, quel est le bon prochain move à faire. C'est une question qui demande énormément de contexte. Et a priori, si je parle des coding assistants, depuis tout à l'heure, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les coding assistants? Le curseur, il est juste dans mon IDE, quoi. C'est pourquoi il n'a pas accès à tout ce contexte, c'est pas possible. Alors, je vais vous présenter deux exemples. Le premier, c'est l'expérience de l'université Carnegie Mellon, qui s'appelle The Agent Company. Et c'est une université aux États-Unis qui, fin d'année dernière, il me semble, a créé une société fictive complète, basée sur des agents IA. Donc elle a mis un agent qui représente le patron, le CEO, un agent qui représente, la comptabilité, la finance, l'équipe technique, l'équipe produit, etc., l'équipe support, peu importe. Une fausse société composée entièrement d'agents à qui ils ont donné un projet et qu'ils ont laissé vivre. Le but, c'était de répondre à la question, est-ce que les IA, aujourd'hui, enfin, à l'époque en tout cas où l'expérience a été menée, donc il y a quelques mois, c'est assez récent, est-ce que l'IA peut nous remplacer? Et aussi de voir, d'essayer d'évaluer leur capacité à faire du travail, mais aussi à prendre des décisions. Parce que le but, c'était un projet très haut niveau. Débrouillez-vous pour le réaliser, pour le vendre, entre guillemets, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Je m'excuse. Alors, si ça peut rassurer tout le monde, on est loin d'être remplaçable a priori par des IA, parce que le meilleur modèle qu'ils avaient utilisé, qu'ils avaient à leur disposition à l'époque, c'était... modèle anthropique, c'était Claude Sonnet, je crois que c'était 3.7, ou peut-être 3.5, je ne sais plus c'est lequel des deux. Bref, un très bon modèle d'anthropique, un modèle très haut de gamme, entre guillemets, sur les modèles existants, et son taux de réussite des tâches qui leur étaient qui étaient attribuées était de 24% seulement.
Et les autres modèles, parce qu'ils ont fait volontairement, pour leur expérience, ils ont évalué plein de modèles sur ce type de tâches, enfin dans cette expérience, des modèles moins puissants, un petit Llama par exemple, ou un petit Gemini, Flash ou Nano, peu importe, ou des modèles plus anciens, ça descendait jusqu'à 4 ou 5% quoi, de réussite. Très mauvais, en gros. Mais pourquoi ils étaient mauvais ? Pour deux raisons. Ils avaient beaucoup de mal à communiquer entre eux aujourd'hui. C'est ce qu'ils se rendaient compte. Il y avait beaucoup de problèmes de communication interagents. Alors peut-être qu'il n'y avait pas les bons protocoles comme on a aujourd'hui. Peut-être que ça aurait changé les choses. Mais la difficulté des tâches, qu'on mesure souvent en durée de réalisation par un être humain, en équivalent durée humaine, la difficulté d'une tâche, c'est voilà, je demande un agent de faire un calcul 1 plus 1. Ben, pour un humain, c'est considéré comme facile, donc on considère que c'est une tâche facile pour un agent, et vice-versa, une tâche difficile pour un être humain, faire un grand rapport, une grande analyse, etc., ça peut être difficile pour les IA. Et les tâches, généralement, au bout d'un quart d'heure, qu'on considérait un niveau de difficulté un quart d'heure en temps humain, c'est là où les IA s'en sortent plus. Mais, une de leurs conclusions, c'était que... Je m'excuse. Je veux bien un petit verre d'eau, Mathieu, ou une bouteille derrière, s'il te plaît, merci. Merci. C'est que pour les tâches dites faciles, pour les humains, donc à faible niveau de difficulté, à faible durée en équivalent humaine, les IA avaient déjà démontré des niveaux de performance et de productivité bien supérieurs à l'être humain. Pardon. Ah, je m'excuse. Je parlais beaucoup, ça me réfie pas. Pousse le micro parce qu'on entend tout quand tu bois. C'est reparti. Donc voilà, les conclusions de l'expérience, c'est on est loin d'être remplaçable, mais pour les tâches courtes, effectivement, il y a un potentiel déjà de remplacement pour les tâches basiques évident. L'autre expérience, c'est, je vais accélérer un peu, l'autre expérience, c'est les fonds d'investissement qu'on appelle les 2.0. Jusqu'à aujourd'hui, les fonds d'investissement ont toujours essayé d'utiliser des modèles mathématiques et statistiques de prédiction, mais qui se basent généralement sur le passé. Et il se trouve que dans un marché normal, il fonctionne assez bien, savoir marché où il y a une croissance et enfin, des événements, il n'y a rien de catastrophique en tout cas qui se passe sur le marché, il n'y a pas de choc, il se passe bien. Dès qu'il y a un choc sur un marché en particulier, ces modèles ils s'écroulent parce que c'est imprédictible. Et on ne sait pas comment le marché réagit, à la hausse, à la baisse, certains acteurs à la hausse, certains acteurs à la baisse, enfin, c'est trop compliqué à prédire. En 2025, on considère que les nouveaux fonds d'investissement, les fonds d'investissement, 35% de l'argent manipulé par ces fonds d'investissement est géré entièrement par une nouvelle génération de systèmes IA qui est basée sur des algorithmes prédictifs très avancés, mais des modèles aussi auto-apprenants, ce qui est une nouveauté par rapport à un peu ce qu'on peut faire avant, et qui sont, justement, je parlais de contexte tout à l'heure, connectés au monde entier. En tout cas, au monde entier en ce qui concerne le marché. Toutes les données économiques, les données, les news, les données politiques, ils font d'analyse de sentiments sur les réseaux sociaux, on a des forums, ils regardent les chats, et ils sont même connectés à l'imagerie satellite. Et ils sont capables... J'avais eu un exemple, j'ai plus de détails précis, mais un jour, un de ces systèmes IA a lu sur un forum chinois un individu qui a prédit une espèce de catastrophe sur le prélèvement, enfin l'extraction d'un minerai en particulier, j'ai oublié les détails. Ce système IA a vu que c'était du signal et que c'était pas un bruit, et s'est dit peut-être qu'il y a une vraie piste à suivre par rapport à ce minerai-là. Et elle a suivi, parce qu'il se trouve que c'était dans son champ d'activité. Donc elle est partie suivre la piste. Donc elle a extrait tout ce qu'il fallait extraire. Elle a suivi, elle s'est mise à l'écoute de tous les signaux qui avaient un rapport avec cette pénurie potentielle annoncée. Et elle a fait des placements et des transactions qui font que lorsque la pénurie a eu lieu 3-4 mois plus tard, ce fonds d'investissement n'a perdu que 2%, alors que le reste du marché a subi une baisse entre 15 et 20%. C'est quasiment une performance de x10. 10 fois meilleure. Et avec une prédiction que aucun autre cabinet, aucun fonds d'investissement, aucun autre être humain, n'avait réussi à prévoir. Et donc, il n'y a rien qui empêche de se dire, on pourrait très bien imaginer une machine logicielle, un système IA, mais basé sur un produit software, qui serait capable d'être connecté
au monde entier et qui saurait dire ah là sur le marché ce qui est à la mode sur TikTok j'en sais rien c'est ça on va développer la feature de telle manière ah là nos utilisateurs dans nos customer support ils nous remontent tel genre de problème ou ils sont contents de tel genre de feature bah tiens on va rentrer le logiciel de telle façon et on va écrire le code qui va avec. Aujourd'hui ce système n'existe pas mais ça pourrait arriver et donc je peux dire qu'aujourd'hui qu'on est protégé donc pour revenir à la question construire ce qui compte ce qui est utile. Aujourd'hui, les IA ne savent pas le faire dans le monde logiciel, mais on a 2 expériences qui nous montrent qu'on peut chercher à mettre en place des systèmes où ces IA pourraient savoir répondre à cette question. Voilà. C'est tout ce que je dis. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire dans l'avenir, mais il y a un élément de réponse ici. Et puis construire correctement. Et là, il ne faut pas se voiler la face, il faut se dire les choses clairement. Nous sommes mauvais. Dans l'industrie logicielle, nous sommes très mauvais. On a un grand problème de qualité. Comment on mesure la qualité? Toutes les industries mesurent un peu leur qualité. C'est très simple, c'est leur capacité à shipper, à peu près en temps et en heure et dans le budget, avec les fonctionnalités requises. Et on considère dans les classifications récentes de la qualité, avec un niveau de satisfaction des utilisateurs finaux plutôt élevé. C'est ça un projet de qualité, c'est globalement qui remplit ces quelques critères-là. Dans le monde logiciel, on est mauvais. Les projets qui fonctionnent bien, c'est un tiers, c'est même pas un tiers, environ. À l'échelle mondiale, on a un 5e des projets qui sont des échecs. Soit qui ne sont pas shippés, soit qui sont shippés dans un état tellement catastrophique qu'on les débranche juste après. Parce que c'est pas possible de laisser ça en prod et puis on jette tout à la poubelle. Et on recommence. Et les projets qui sont ok, shippé, mais à problème. On a des gros problèmes de retard en informatique. Et souvent, les retards, le chiffre, je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas affiché pour que ça tienne dans le tableau. Mais souvent, les retards en informatique, c'est de l'ordre de 3 fois la roadmap initialement prévue. Et je pense qu'on a tous vécu, si vous avez d'expérience en tant que sur plein de boîtes. J'ai déjà vécu des projets qui étaient censés durer 2 ans, qui en ont duré 8. Fois 4. C'est peut-être dans le haut du panier, mais c'est pas une exception. En fait, l'exception, c'est plutôt les projets qui sont shippés parfaitement en temps et en heure et dans le budget requis. C'est plutôt ça l'exception, je pense qu'en informatique, il faut se le dire. On n'est pas très bon en fait. Alors, c'est pas que les développeurs. Il faut être conscient que c'est pas la faute uniquement des développeurs. On considère que c'est aussi des problèmes de gestion de projet, de personnes qui ne savent pas gérer des projets informatiques, des personnes qui ont des requirements, des spécifications complètement farfelues, parce qu'elles ne comprennent pas les limites et les possibilités offertes par l'informatique. On aime bien dire qu'on peut tout faire sur l'informatique, mais on est quand même limité par les lois de la physique et par la durée des journées, et qu'on n'est que des êtres humains, même si on est assisté par IA, peu importe, on ne peut pas aller plus vite que la musique, quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas téléporter de la donnée, ça n'existe pas. Comme la latence et la vitesse de la lumière, malheureusement, c'est un bloqueur parfois, c'est pas assez rapide, la lumière n'est parfois pas assez rapide. Mais on a aussi des problèmes de testing, d'assurance qualité. On aime bien shipper des choses qui ne marchent pas. J'ai l'impression. Donc on a vraiment des problèmes. Et donc nous, développeurs, quel que soit notre rôle, on est acteurs de ce marché, on est même au cœur quasiment de cette industrie. Il faut se dire les choses, on n'est pas très bon. L'industrie de la construction en général sont à peu près aussi mauvais que nous, j'ai des chiffres là, ils sont à peu près aussi mauvais que nous sur à peu près tous les critères. Par contre, si on regarde l'industrie automobile, ils sont bien meilleurs. Sur à peu près tous les critères. Leur taux de succès, leur taux d'échec est plus faible. Ils rencontrent moins de dépassements et avec des utilisateurs finaux qui sont plus satisfaits. Donc il y a des choses à apprendre là-bas. Mais pourquoi je vous parle de ces chiffres-là? Là, j'ai parlé des humains, alors que je vous ai dit que j'allais parler des IA. C'est que si on est aussi mauvais, il ne faut pas s'étonner que dans l'esprit de décideurs, que ce soit censé, que ça puisse marcher ou pas, c'est pas le sujet. Il ne faut pas s'étonner que dans l'esprit de certains décideurs, on se dise « Ah ben, les humains sont nuls pour faire du logiciel, ah bon, on va donner ce travail aux IA. On remplacera les humains par des IA. » Peu importe qu'ils soient rationnels, que ce soit fonctionnel, je suis persuadé que certains vont faire l'expérience. Et qu'il y a des produits, et vu qu'on se rapproche un petit peu de l'intelligence artificielle généralisée, je vais en parler après, les GI, on s'en approche a priori, on voit toutes les capacités de ChatGPT et compagnie, on voit la popularité de Cursor, on peut se dire que bah, voilà, ce projet, il existe, et il a une certaine légitimité à exister, en tout cas, dans l'esprit de certaines personnes, de dirigeants et des décideurs.
Donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si un jour l'IA remplace les développeurs, je pense qu'on sera en partie responsable. Si on était très bon, si on était excellent dans ce métier-là, alors peut-être qu'on créerait quand même des IA, peut-être pour des raisons d'automatisation et de coût, de scalabilité. Enfin, si on peut automatiser à qualité égale et que ça coûte 10 fois moins cher, évidemment. Mais ce serait qu'une histoire d'automatisation, ce serait pas une histoire de qualité. Là déjà, on est tellement mauvais que je pense que c'est parfois légitime, je presque envie de dire. On est vraiment pas bon, je trouve, dans le monde logiciel. Et les chiffres à l'échelle mondiale le montrent. Justement, je parlais des GI. Dans la préparation de ce talk, j'ai entendu même, physiquement, et j'ai vu aussi pas mal de discours, parce que je me suis beaucoup intéressé à ce que la Terre entière pense sur ce sujet. Tant qu'on n'a pas l'intelligence artificielle généralisée, les GI, nous les développeurs, on n'a rien à craindre. On n'est pas concernés. Les GI, c'est peut-être les GI qui nous remplacera, mais tant qu'on n'a pas les GI, tranquille, moi j'ai mon boulot, j'ai la sécurité de l'emploi, enfin ça va marcher, j'ai rien à craindre. Bah, je vais vous montrer que c'est faux. En fait, c'est faux pour plein de raisons. La première raison, je vais pas mal me baser sur la définition les définitions de l'AGI de DeepMind. Mais l'AGI, déjà, je peux la définir de manière très globale. Si je mixe un peu les définitions de Google, d'OpenAI et des scientifiques à travers le monde, c'est l'AGI, c'est un système logiciel, une intelligence artificielle, capable de raisonner, de savoir résoudre la plupart des problèmes que les humains savent faire, qui sait apprendre, potentiellement, qui sait s'améliorer, et qui résout ces problèmes de manière économiquement viable. En tout cas, qui les rendent viables par rapport à la réalisation de la même tâche par un être humain. Et potentiellement, si on reprend ce tableau tout en bas à droite, l'AGI la plus compétente, qu'on appelle l'ASI, l'Artificial Super Intelligence, donc l'intelligence artificielle, la super intelligence artificielle, pardon, si je devais traduire, ce serait qu'en plus de savoir faire des tâches, elle le fait mieux que n'importe quel être humain. Mais le développement logiciel, l'écriture de code, etc., le dev, en tout cas pour une moitié, si je reprends les deux moitiés que j'ai dit tout à l'heure, savoir quoi construire et savoir comment le construire, la partie sur le comment, qui est pour simplifier l'écriture de code, on n'a pas besoin du G de AGI. Le G, c'est général, c'est une intelligence qui sait faire n'importe quelle tâche. Le code n'étant qu'une seule tâche parmi toutes les tâches possibles qu'une intelligence artificielle serait capable de réaliser. On le voit très bien dans ce tableau que... cette étude de DeepMind date il y a environ un an d'ailleurs, quasiment un an, je crois que c'était juin dernier. J'ai pas laissé les chiffres, mais j'ai toutes mes sources après dans la page bibliographie. Mais que on parle d'écriture de code au niveau compétent. Au deuxième niveau pour une AI neuro AI, donc une IA qui est scopée qui est limitée en use case à un certain type de tâche. Donc déjà, l'AGI, on n'a pas besoin d'attendre l'AGI pour se sentir en danger si on doit parler de danger. L'AGI ne sert à rien. Et puis, ce tableau, il est intéressant parce que donc mi-2024, Google DeepMind nous dit le state of the art dans les LLM pour l'écriture de code, c'est au niveau qu'ils appellent le niveau compétent. Donc, d'après leur tableau, à peu près au 50e percentile, à la moitié. Ça sépare enfin, meilleure que la moitié de la population, des devs, mais moins bonne que l'autre moitié de la population. Donc, c'est de niveau très moyen, 10 sur 20. Bon, 10 sur 20, il n'y a pas de quoi mettre en danger, surtout qu'ils disent sur des tâches de code simples. Alors qu'on sait très bien que nous, dans nos projets, on réalise des projets qui sont beaucoup plus complexes. Des centaines, dizaines, centaines, centaines de milliers de lignes de code, voire des millions de lignes de code, ou plus, des dizaines de millions même. Beaucoup de complexité technique, métier. Donc on pourrait se dire, si elles sont à ce niveau-là, pour des tâches de code simple, sur le monde réel, elles sont encore moins bonnes. Et je vais insister sur ce point-là, d'ailleurs. Attendez, je regarde. Oui. Cette façon de penser à l'utilisation de l'IA, comme quoi, mais l'IA, elle ne sait résoudre que des petits problèmes sur ChatGPT de quelques lignes, sinon, en vrai, elle n'est pas très utile, elle n'est pas très puissante.
enfin, c'est une façon d'utiliser l'IA et les LLM que j'appelle le mode Stack Overflow. Je parle vraiment pour le use case du développeur. Je ne parle que du développeur. C'est voilà, réponds à une petite question pour moi, s'il te plaît. Je sais plus écrire une boucle for en bash ou je sais plus comment on a fait ce petit truc en Python, s'il te plaît. Aide-moi à l'écrire. Très bien. Et une autre façon, c'est ce que j'appelle le lazy dev. C'est voilà toute ma feature, écris le code, s'il te plaît. Voilà, je réfléchis pas trop, j'ai pas envie de réfléchir. Et en fait, il faut comprendre que ça ressemble un petit peu au benchmark qu'on voit sur le marché dans l'évaluation des LLM, dans les tâches de code. Si vous regardez les protocoles expérimentaux de la plupart de ces benchmarks, en tout cas l'exercice en question, c'est toujours un exercice très précis, bien scopé, avec une consigne consiste, en gros, résout l'exercice et fait passer les tests potentiellement qui vont avec. Et c'est à peu près du one shot où des fois on lui donne 2 passes si jamais la première passe est mauvaise, des fois on lui donne une deuxième passe, mais c'est juste ça. C'est souvent ça. Et donc ça, c'est le workflow que j'appelle, qui ressemble en vrai, ce protocole expérimental, que je ne critique pas parce qu'il est reproductible, il faut que c'est de la science, il faut que ce soit reproductible. Mais il y a beaucoup de développeurs qui utilisent les LLM de cette manière-là. C'est voilà mon problème, voilà l'exercice entre guillemets que je dois résoudre, le puzzle que je dois résoudre. Tiens, des pièces et vas-y, je te laisse te débrouiller. Une fois, 2 fois, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, l'IA c'est nul, les LLM c'est nul, mais c'est que de la hype. Je comprends pas la hype qu'il y a autour de moi, quoi. Je comprends pas pourquoi il y a autant de bruit là-dessus, curseur et compagnie, je vous comprends pas. Et en fait, cette façon-là, cette façon-là, je qualifie cet usage de l'IA de novice. C'est une façon je trouve très novice d'utiliser l'IA. Alors, c'est pas il y a peut-être certains d'entre vous qui vont se reconnaître parmi les spectatrices et spectateurs, parmi les loulous et les louloutes, pardon, je devrais dire. Mais il n'y a même pas de reproche en quelque sorte. Je dis pas ça méchamment avec aucune forme de mépris. C'est parce que c'est très nouveau en fait et que ça évolue assez vite. Et je vais le démontrer d'ailleurs tout à l'heure. Mais si vous avez utilisé GitHub Copilot dans VS Code quand c'est sorti, voilà, c'est ce produit-là, le premier face auquel on a tous été exposés. Vous avez essayé, on a tous eu l'effet waouh au début. Waouh, qu'est-ce que ça fait? Waouh, ça génère des composants React, des petites fonctions Python, ça résout des petits problèmes de maths, etc. en code, c'est génial. Et puis après, je sais qu'on est beaucoup à avoir désactivé l'autocomplete parce qu'on s'est rendu compte qu'il était nul. Et que les réponses, parfois, c'était utile, mais une fois de temps en temps. Du coup, rien de révolutionnaire, quoi. C'est un Stack Overflow, mais plus, rien d'autre. Et c'était vrai, ça, il y a 1 an, ou 1 an et demi, ou 2 ans, ça. Et du coup, beaucoup de personnes sont restées sur cet a priori, sur cette compréhension de l'IA, sur cette évaluation, entre guillemets, de ces produits. Sauf qu'aujourd'hui, on a des devs qui utilisent des modèles avec d'autres workflows, et j'appelle ces devs les devs augmentés par l'IA. On a, par exemple, le fait au lieu de chercher à répondre aux problèmes directement, c'est de brainstormer avec l'IA. Utiliser l'IA comme un brainstormer. Utiliser l'IA comme un architecte, ou en tout cas co-architecturer une solution, que ce soit une solution macro de système design ou d'architecture de code, avec l'IA. Le fait de faire de l'exploration. On est nouveau sur un projet, on a en tout cas un nouveau projet à réaliser, une code base ou des outils qu'on ne connaît pas. Explique-moi les outils d'abord. L'enseignement. L'IA, c'est extraordinaire pour apprendre des technos. Parce que vous pouvez moduler le ton, le contenu et le format à vos besoins et à votre demande. Je veux un tutoriel, je veux de la théorie, je veux de la pratique, je veux un exercice, un QCM, je veux des exercices avec des tests, ou des tests à remplir pour faire en mode de test first en quelque sorte, etc. Vous pouvez apprendre de la manière qui vous convient. C'est génial. Et il y a plein d'autres use cases. Je ne vais pas tous les citer, je ne vais pas tous les parcourir, mais ce que je peux dire, c'est que les personnes qui ont compris comment exploiter l'IA aujourd'hui, je parle, nous sommes le 4 juin 2025, d'accord ? En 2025, les devs qui ont compris, et les équipes de devs qui ont compris, qui sont augmentées par l'IA, quels que soient les chiffres quelles que soient les personnes qui s'expriment, que ce soit des personnes que je connais réellement, ou des personnes qui témoignent sur Internet, ou des sociétés qui témoignent sur Internet, les gains de productivité minimum que je vois, au moment d'utiliser l'IA, c'est entre x5 et x10. Et j'ai vu, même vécu, des x20, x30, voire plus. Je l'ai vu, je l'ai démontré il y a 2 semaines au Meetup Evrig, au Meetup Effect, que Evrig co-organise, que je co-organise pour Evrig. J'ai démontré un problème devant une assemblée de développeurs
dont certains vraiment très calés. Enfin, c'est un meet-up technique, donc c'est un meet-up effect, comme n'importe quel meet-up technologique à Paris ou ailleurs. Donc un meet-up de dev, j'ai montré une tâche, j'ai expliqué la tâche que j'avais réalisée, et je leur ai demandé de l'estimer. On m'a dit quelques jours, 3 jours. Et j'ai demandé l'estimation avant de donner ma propre estimation, parce que je ne voulais pas influencer. J'ai vraiment expliqué la tâche que je devais réaliser. Je l'ai réalisée devant eux en moins d'une demi-heure, grâce à un LLM. Donc ce que je veux dire, c'est que je peux donner un autre exemple, parce qu'il y a des exemples comme ça qu'on trouve, qu'on peut considérer comme anecdotiques, et je ne sais pas si le chat me prend pour un mytho ou pas, mais récemment, Airbnb a publié un article sur la blog technique. Et Airbnb ne vend pas d'IA, c'est important de le dire. Ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont pas de cheval dans cette course de l'IA. Ça marche, c'est tant mieux, ça marche pas, ils s'en foutent, c'est qu'un outil. Hein. Mais ils avaient une grande migration à faire de plus de 3500 composants, de migrer. La migration consistait à changer la stack de test, la librairie de testing. Ils avaient une vieille version, enfin un vieux projet qui était plus maintenu, ils devaient migrer. L'effort, ils l'ont estimé à 1 an et demi. Et rappelez-vous ce que je vous ai montré sur le slide d'avant, hein, c'est une estimation. Quand on dit 1 an et demi en informatique, il faut dire ah d'accord, 3 ans. Ok. Et même si on va dire que chez Airbnb ils sont bons, peut-être que c'est 2. Allez, on leur accorde 2 ans. Mais il y a peu de chances qu'ils soient en temps et en heure. Parce qu'on fait de l'informatique et qu'on est mauvais. Même chez Airbnb en vrai. On n'est pas. La moyenne est mauvaise en tout cas. Donc statistiquement, moi j'ai le droit de me dire, quand ils me disent 1 an et demi, j'ai le droit de croire qu'ils vont prendre plus de temps. Et ils l'ont fait en 6 semaines. J'ai fait le calcul, quelle que soit la manière dont on calcule, jour ouvré, pas ouvré, semaine travaillée, etc. On est à peu près autour de x10. Donc l'IA aujourd'hui, bien utilisée, c'est pas toutes les tâches tout le temps, mais bien utilisée, on est capable de faire du x5 et du x10 régulièrement. Mais ça, d'ailleurs je suis intéressé dans le chat, dites-moi, est-ce que ça vous dirait que je vous le montre ? Parce qu'on voit parce qu'en fait, sur YouTube, aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu de vibe codeurs, de pollueurs. Enfin, il n'y a pas de démonstration intéressante de ces workflows-là. On a des articles comme... Ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait de le voir. Oui, parce que voilà, il y a des articles comme l'article technique de Airbnb qui ont démontré, qui ont un peu détaillé, etc. Mais il n'y a pas de... Voilà, au jour le jour, en tant qu'individu seul, en tant que développeur seul, comment on fait pour utiliser l'IA pour avoir ces gains ? Voilà, donc on a au moins un intéressé. Je pense que ça peut se faire, ça peut s'organiser sur YouTube. Je pense qu'on va essayer de faire ça. On va voir comment on s'y prend. Parce que je pense que ça a vraiment de la valeur à démontrer ça. À démontrer. Et du coup, par rapport à ces chiffres, si maintenant on part du postulat que vous me croyez sur parole, on peut faire ces gains de x5 et x10 assez régulièrement quand on sait bien utiliser les LLM, les coding assistants en général. C'est quoi l'impact ? Est-ce que l'IA va tuer le métier de développeur ? Là, pour le coup, on n'y est pas du tout à tuer le métier de développeur. Par contre, il y a plusieurs conséquences envisageables. Je ne sais pas prédire laquelle. Je vous rappelle, il n'y a pas de prédiction aujourd'hui. Mais potentiellement, ça met en danger les juniors. Parce que comme dans tout métier, il y a toujours une différence entre des juniors et des seniors. Mais un junior et un senior augmenté par l'IA, qui fait x5, x10, c'est pas pareil. Enfin, le gap se creuse énormément. Et je veux rajouter, je préciser d'ailleurs, quand je parle de ces chiffres-là, de x5, x10, je parle de x5, x10 par rapport à soi-même. C'est l'équipe Airbnb qui a mis 6 semaines, au lieu que cette même équipe d'ingénieurs de qualité, on sait qu'Airbnb fait partie des boîtes qui ont du niveau, au lieu de mettre 1h30, c'est x10 environ chez Airbnb. C'est en face d'eux-mêmes, pas en face d'un junior. C'est en face d'un senior non augmenté par l'IA. Donc là, si c'est x10, on fait x10 face à nous-mêmes, on fait x combien par rapport à un junior ? Mais déjà, juste par rapport à soi-même. Si tu prends juste t'as pas besoin je sais pas si on a besoin de descendre jusqu'au niveau junior, mais un senior vs un senior qui est augmenté x10, il y a rarement x10 de différence. Il peut y avoir. Oui, mais je suis d'accord. De différence entre deux développeurs seniors, même si on pourrait finalement... c'est difficile de considérer x10 et de considérer ça comme ça, mais même les juniors et plus, quoi. Et ceux qui n'utilisent pas l'IA, en fait. Oui, voilà, en général, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et du coup, c'est assez récent, ces gains x5, x10 que j'évoque là. Je pense que c'est assez récent parce qu'effectivement, il y a un an, ChatGPT, Copilot et compagnie, et les produits n'étaient pas du tout au niveau qu'on a aujourd'hui. Et ces workflows aussi d'utilisation, j'en liste quelques-uns sur l'écran, ces workflows, on ne les avait pas encore découverts, ces façons d'utiliser l'IA. On était tous en mode, tiens, une petite fonction, fais-moi ma petite fonction.
Ou tiens, petite question Stack Overflow, réponds à ma petite question Stack Overflow. On découvre encore les usages et les façons de les utiliser. Donc c'est très récent. Et donc c'est pas encore répandu, mais je pense, j'imagine en tout cas, un élément de réponse à la question d'aujourd'hui, c'est ça va peut-être devenir indispensable. Peut-être qu'on va exiger à l'avenir de savoir utiliser l'IA lors des entretiens. On va pas chercher à faire des exercices qu'on ne peut pas résoudre forcément, qu'on peut résoudre plus facilement avec l'IA. On va dire, ok, je te donne un exercice, tu peux très bien le résoudre facilement avec l'IA, mais montre-moi que tu sais le faire avec l'IA. Montre-moi qu'au lieu de prendre un entretien technique qui dure 1 heure, montre-moi que tu le fais en 5 minutes, ou en un quart d'heure, j'en sais rien. Peut-être que c'est ça qui va être testé. C'est pas juste les compétences humaines propres. Ça peut être un des impacts sur le métier de développeur. Ça peut être, je sais pas, peut-être que si ça reste niche, peut-être que les devs augmentés par l'IA un jour vont se rebeller, vont se dire, ok, vous doublez mon salaire ou mon TJM, s'il vous plaît. Parce que moi, j'en vaux 5. Donc on va faire un x2 de mon côté. Alors on va partager l'augmentation de valeur. Peut-être, je sais pas. Je sais pas exactement quelle direction ça peut prendre. Ou alors, c'est peu probable. Je suis d'accord, c'est peu probable. Mais, en tout cas, aujourd'hui, c'est un argument que j'ai déjà entendu sur les technologies. Je sais pas, je prends React Native par exemple, où j'ai déjà entendu des développeurs qui disent non mais React Native, moi avec une seule code base, je remplace 2 développeurs, un développeur iOS, un développeur Android, et donc j'augmente mon TJM. Et moi, les développeurs m'ont dit ça. Les développeurs m'ont dit moi, je facture pas 600 € la journée, je facture 800 ou 900 parce que je veux récupérer une partie de la valeur que je te fais gagner. Donc pourquoi pas les devs augmentés par l'IA qui disent ok, je suis ultra efficace, ce projet-là je l'ai fait en 1 semaine alors qu'on aurait mis 3 mois pour le faire. Ça peut être une des conséquences. Et pour ceux qui doutent que les IA deviennent meilleures ou pas, alors je suis désolé, l'image est petite, c'est comme ça qu'elle a été créée, mais le cabinet Meter a un labo de recherche indépendant qui cherche à évaluer les risques dans l'utilisation des IA et des LLM, a démontré que si on prend les premiers LLM, voilà, on part de GPT-2 jusqu'à Claude Sonnet 3.7, parce que l'étude date de début 2025. Enfin, en tout cas, le papier a été publié, il me semble, en mars 2025. Leur capacité à résoudre des tâches de plus en plus complexes, à savoir le même indice de complexité que je vous disais tout à l'heure, des tâches de plus en plus longues pour un être humain, comme ça qu'on mesure des tâches de dev, entre autres, de dev, qu'on mesure leur niveau de difficulté, et ben on a un doublement tous les 7 mois. C'est une deuxième loi de Moore. Et c'est exactement qu'on pense qu'on on a une loi de Moore dans la capacité dans la puissance des LLM, dans l'évolution de la puissance des LLM. Et le passé ne prédit jamais de l'avenir, hein. Ne présage jamais de l'avenir. On ne sait pas ce quoi ressemble l'avenir. Mais pour l'instant, on s'y tient parfaitement. Et ce cabinet estime que dans moins d'une dizaine d'années, si cette tendance devait rester, que dans moins d'une dizaine d'années, faire écrire du code par un humain, ce serait bête. Il faudrait vraiment avoir une excellente raison pour faire écrire du code par un être humain. Parce que l'IA pourrait remplacer l'acte d'écriture du code dans 99,9% du code sur Terre, quoi. Il faut vraiment avoir soit un super spécialiste, soit on est à la pointe de l'innovation. Voilà, on parle d'un labo chez, je sais pas, DeepMind ou peu importe, un labo de recherche, l'INRIA, peu importe, qui disent non, mais on fait avancer les maths là, on ne peut pas demander à une IA, c'est quelque chose de nouveau, mais encore. À part ça, a priori, dans une dizaine d'années, à ce rythme-là, oui, le métier de développeur peut, en tout cas la moitié du métier, la partie écriture de code, si je peux dire, cette moitié peut disparaître. C'est vrai. Parce que, à ce rythme-là, on voit, les IA, dans moins d'une décennie, elles peuvent résoudre des problèmes que des êtres humains pourraient mettre, je sais pas, 2 semaines à résoudre. Et elles le feraient en une demi-heure, 1 heure. Imbattable, c'est plus discutable après. C'est plus discutable. Tiens, j'ai un projet à faire, j'ai une feature, etc. Est-ce que tu peux me la développer ? Oui, non. Une journée de prompt, une demi-heure de prompt, j'en sais rien, blablabla, appuyer sur entrée, ça y est, la feature est sortie, c'est fini. D'ailleurs, je veux parler rapidement de cette évolution de la puissance des IA dans le monde du dev. Là, j'espère que même les plus sceptiques d'entre vous, notamment dans l'audience, dans les loulous, chez vous sur YouTube, peut-être que vous en doutiez. J'espère que déjà ce que je viens de vous démontrer, c'est factuellement, les IA s'améliorent. Et en 2023,
Léopold, alors je sais pas si je saurais le prononcer, Léopold Aschenbrenner, bref, a publié un essai qui est super, qui s'appelle The Situational Awareness. Je vous invite à le lire, il est génial. Il a envisagé, il a prédit, mais voilà, c'était une prédiction potentiellement fausse, hein, un moment qui s'appelle l'explosion de l'intelligence, l'Intelligence Explosion. En quoi consiste ce moment ? En 2023, il pensait qu'en 2027, on pourrait faire de la recherche automatisée. Entièrement automatisée. À savoir, vous donnez un problème à l'IA, et l'IA sait s'améliorer, proposer des solutions de manière complètement autonome pour résoudre le problème et voire dépasser l'état de l'art humain. Et du coup, faire avancer la science. Vous lui demandez un problème mathématique, ok, on va creuser ce problème en maths. Un problème de code ou un problème d'optimisation, on va creuser ce problème d'optimisation. Un problème en 3D, j'en sais rien, de représentation dans l'espace, on va creuser ce problème. Et à chaque fois, produire des solutions meilleures qu'elle sait après réutiliser pour d'autres problèmes. Et du coup, avoir ce qu'on appelle une boucle infinie et une explosion d'intelligence. Donc ça, c'était une prédiction. En 2023, ce moment n'existait pas. Là, on est pile au milieu, on est en 2025. Certains, peut-être que vous serez d'accord ou pas à cette table, mais certains pensent que, notamment en mai 2025, mai 2025, on a les premiers signes. Google a révélé leur modèle AlphaEvolve, qui est un modèle d'auto-apprentissage, qui a quand même besoin de pas mal d'inputs au départ de la boucle d'apprentissage, à savoir un programme, des marqueurs précis dans le code sur quelles sont les parties du programme qui doivent être optimisées, et toute une liste de critères de vérification d'évaluation de l'optimisation, d'évaluation du programme en sortie. Mais une fois que l'être humain a posé toutes ses bases dans cette machine AlphaEvolve, il appuie sur Play, si je puis dire, et il laisse le programme tourner, qui sait générer plein de pistes différentes, toutes les évaluer, générer des pistes, écrire les programmes correspondant à chacune de ces pistes, faire évaluer les programmes selon les critères définis, et enregistrer les résultats, les programmes et leurs résultats, pour les garder en mémoire pour la prochaine boucle d'itération. Savoir, peut-être que cette piste est intéressante, je vais creuser. Ou peut-être que cette piste n'est pas très intéressante, mais je vais quand même la creuser pour avoir de la variété dans la piste, dans les types d'optimisation que je vais chercher à faire. Et c'est un système qui a fait avancer les mathématiques sur 10 problèmes, dont un qui est la multiplication de matrices, il se trouve être l'opération principale quand on entraîne et quand on fait tourner les modèles IA. C'est vraiment, s'il y a bien une opération à optimiser, c'est la multiplication de matrices. L'optimisation de cette opération a été... Pardon. On a une avancée mathématique reconnue sur cette opération par l'IA. Et on a la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, un modèle équivalent, mais cette fois qui a été publié de manière open, la Darwin Gödel Machine, qui reprend un peu ce même système un modèle qui propose des solutions et un modèle qui évalue et qui enregistre ensuite les réponses, et avec une forme de boucle itérative. Donc on commence à avoir les premiers signes aujourd'hui de l'explosion d'intelligence. Ce qui veut dire que potentiellement, cette courbe x2, potentiellement on passe à x2,1 ou x2,5 ou x3 ou plus. J'en sais rien, je prédis pas l'avenir. Mais on a des signes qui nous montrent que ça va peut-être accélérer. Que ça va peut-être accélérer. Et pourquoi je dis ça ? Alors, je vais passer là-dessus, c'est pas grave. Il faut bien comprendre que ce qui est important... Alors je m'adresse... je dirais que je ne l'ai pas dit dans Disclaimer dans mon talk aujourd'hui, mais mon talk c'est aussi une façon de mettre à niveau les personnes qui ne sont pas au courant de ce qu'on est capable de faire avec l'IA. Peut-être que notamment les développeurs qui sont restés à l'époque de ChatGPT d'il y a 1 an ou 2, et qui ne sont pas forcément familiers avec leurs nouvelles capacités. Mais il faut comprendre que faire de la data science et créer des modèles IA, ça requiert 2 compétences. C'est des maths et du code. Et il se trouve que ces 2 compétences, elles sont vérifiables. Et surtout, elles sont vérifiables de manière automatisée. On peut automatiser la vérification d'une réponse mathématique. 1 plus 1, la réponse attendue, c'est 2. Les équations, on a des solvers, on sait résoudre des équations mathématiques. Donc, on sait automatiser la vérification d'une réponse mathématique par rapport à un problème donné.
pas très compliqué en vrai. Enfin, on sait le faire, en tout cas, on a la science aujourd'hui, on est capable. Et les programmes, c'est pareil. Si je donne un programme, est-ce qu'il compile? Est-ce qu'il passe les tests? Et avec une variété de tests, etc., on peut voir que, on peut garantir que non, le programme est correct. On sait mesurer à peu près la qualité du programme et on sait faire ça de manière automatisée. Contrairement à d'autres domaines de, je sais pas, la génération d'images ou l'écriture créative ou la capacité à traduire ou à résumer, c'est peut-être plus difficile dans certains domaines, notamment qui sont un peu créatifs ou subjectifs, ou alors l'assistance psychologique. C'est difficile de mesurer, d'automatiser la vérification de la qualité des réponses d'un psychologue IA. Alors que les maths et le code, il y a beaucoup moins de problèmes. Et donc, tout ça pour dire que le code, que la capacité des modèles et des IA à savoir écrire du code est condamnée à s'améliorer, parce que c'est quasiment ce qu'il y a de plus facile à améliorer. Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à vérifier. Et que l'écriture du code et les maths, et je trouve que c'est très lié d'ailleurs, dans le monde réel, dans le monde des humains, mais aussi dans le monde de l'IA, je trouve que les modèles qui sont bons en maths sont généralement bons en code, et les modèles qui sont bons en code sont généralement bons en maths. Il y a une forte corrélation. Du fait que on veut faire des modèles de plus en plus puissants, ça implique de faire des modèles qui soient meilleurs pour écrire du code. Donc en fait, les modèles sont littéralement condamnés à s'améliorer pour le code. On peut très bien avoir des modèles qui soient moins bons sur l'assistance psychologique, j'en sais rien, j'ai pris un exemple, ou la précision historique, ou l'écriture créative de scénarios, je sais pas, un peu farfelus. Pour les maths et le code, c'est pas possible. Ça ne peut que s'améliorer. Donc quel que soit aujourd'hui, vous qui nous regardez, nous écoutez, ce que vous pensez de l'état de l'art aujourd'hui sur les LM et les conic assistants, aujourd'hui, on a la pire version qu'on n'aura jamais, jusqu'au futur, quoi. C'est pas possible que ça se régresse. Notamment avec les scénarios de l'explosion d'intelligence, où clairement, les labos se disent comment on peut automatiser la recherche, parce que la vitesse et tout le compute qu'on a aujourd'hui fait que le bottleneck, le goulet d'étranglement, c'est un peu l'être humain. C'est l'intervention humaine de mise en place des systèmes, de création de ces systèmes, de vérification des résultats, etc. On travaille à la vitesse des êtres humains, donc on peut pas booster notre processeur, notre cerveau à 10 GHz, quoi, ça n'existe pas. On peut pas s'overclocker. Par contre, les machines, on peut mettre plus de compute, plus de puissance pour accélérer le calcul. Ça, c'est pas trop un problème, quoi. Et d'ailleurs, un des derniers arguments, là je rentre un peu dans l'aspect politique, les GI, quel que soit ce qu'on en pense en termes de société, ou de philosophe, ou économiquement même, peu importe, c'est la promesse pour les puissants de ce monde d'avoir l'arme ultime. L'arme qui permet de soumettre n'importe quel adversaire politique en un claquement de doigts. Le premier pays qui maîtrise les GI peut, très simplement, couper les télécommunications d'un autre pays, couper l'électricité, voler ses données dans ses data centers et voler tout son code, voler les labos concurrents, le code des labos concurrents, ou designer la prochaine génération d'armes physiques, qu'on parle de missiles, de lasers, de drones ou de tanks ou quoi, de missiles quoi qu'est-ce, pour lesquels les autres ne sauraient pas se défendre. Donc peu importe même ce qu'on pense de l'IA en général ou de l'IA dans le monde du dev en particulier, vu que de toute façon l'IA en général est liée au code, vu qu'elles sont obligées de s'améliorer en code pour s'améliorer de manière générale, le fait qu'il y a la promesse potentielle que dans quelques années, quelques décennies, dans notre vie, en tout cas dans notre vécu, on touche les GI du bout du doigt, parce que là, par rapport à il y a quelques décennies, aujourd'hui on a le compute, on a des LLM qui savent résoudre des problèmes, on a des IA, on a beaucoup d'innovations, on a des outils mathématiques aussi pour résoudre des problèmes avancés. Je ne vois pas, à part si on s'est démontré que les GI est un objectif inatteignable, je ne vois pas qu'est-ce qui va arrêter les puissants et la course vers cette intelligence, vers cette super intelligence. C'est pas possible. C'est pas possible. Quel que soit nous ce qu'on en pense, quel que soit l'intérêt économique, l'intérêt militaire est tellement évident que cette course à l'armement n'est pas prête de s'arrêter. Donc tout ça pour vous dire que les IA sont condamnés à savoir écrire du code. De mieux en mieux, en tout cas. À s'améliorer sur ce point, c'est évident. Donc, est-ce que l'IA va tuer le métier de développeur ? Elle est condamnée à essayer, en tout cas. J'ai presque envie de dire. Même si, voilà, on peut... Aujourd'hui, j'ai parlé des workflows où on utilise l'IA, on est augmenté par l'IA, et peut-être qu'on va rester augmenté par l'IA, sauf qu'on va être mieux augmenté, encore plus augmenté. Peut-être qu'on va arriver à un moment donné où le métier va se transformer et on n'écrira plus de code.
l'être humain ne va plus écrire de code de la même manière que aujourd'hui. L'être humain ne crée plus des tapis à la main. Il y a très peu de métiers à tisser encore à travers le monde, très peu qui sont utilisés. Maintenant, on laisse ça aux machines, quoi. À part peut-être, je crois en Iran, il y a encore des gens qui fabriquent des tapis à la main et qui les colorent avec leurs encres, des encres qu'ils fabriquent eux-mêmes et des colorants qu'ils fabriquent eux-mêmes. Mais à part ces tapis iraniens, persans ou quelques autres tapis à travers le monde, la tapisserie, c'est devenu une histoire de machine, quoi. C'est plus un problème humain. Peut-être que le code arrivera, on en arrivera au même point. Faut que je me dépêche. Autre problème, je ferme cette parenthèse politique un peu alarmiste, mais bon, peu importe. Autre problème, en tout cas, j'ai détecté 2 problèmes avec l'IA. C'est l'isolation sociale. Un risque potentiel. Le métier de développeur, c'est un métier qui est profondément social. On doit toujours discuter avec des collègues, d'autres techniciens sur des approches techniques, les implémentations, peut-être qu'on se challenge, on fait du pair programming, on fait de la code review, donc on est tout le temps en communication. On communique aussi avec les métiers, le product owner, manager, les décideurs, etc. Bref, c'est un métier où on parle beaucoup. On a besoin de parler, on a besoin de se parler pour travailler. Sauf que si on a une IA qui sait répondre H24, 7 jours sur 7, qui sait répondre à vos questions mieux que nos collègues, et qui est toujours disponible, pourquoi s'embêter à chercher à parler à un être humain qui peut-être n'est pas là, peut-être qu'il n'a pas le temps. Comme disait tout à l'heure Thomas, pour répondre à un besoin, à une métrique, une KPI particulière, ah non mais il faut construire un dashboard, ça prend un peu de temps, est-ce qu'on est sûr d'avoir compris, etc. Ce que fait Dust, c'est posez votre question vous-même, débrouillez-vous. Pas besoin d'aller parler à des êtres humains et essayer de construire un projet. Parlez à un LLM et vous aurez la réponse en quelques minutes, en quelques secondes, voire. Et dans le monde du développement, c'est pareil. Pourquoi s'embêter à parler ? J'ai un problème SQL compliqué aujourd'hui. Je cherche dans mes collègues. Peut-être que je n'ai aucun expert SQL autour de moi qui peut m'aider. Ça peut arriver. C'est même pas un reproche, ça peut juste arriver, quoi. Ou alors, peut-être que j'ai des incompétents parce qu'on n'est pas très bon dans le monde logiciel, faut se le dire aussi. Peut-être qu'on est juste pas de bon. Ou alors que ils n'ont pas le temps, ils sont pas disponibles. Là, en ce moment, ils sont occupés, chacun est dans son tunnel. On n'a pas le temps, je réponds sur Slack, mais ce soir ou demain. Alors que moi, mon problème, je l'ai maintenant. Mais l'IA répond H24, 7 sur 7. Oui, chef, je réponds. Et je répète autant de fois qu'il faut. Et je reformule jusqu'à ce que tu comprennes. Et je t'aide potentiellement à trouver la réponse jusqu'à ce que ça te satisfait. Donc, pourquoi se embêter à parler des êtres humains ? Donc, peut-être que l'IA peut endommager... je dis endommager, en tout cas. Je dis pas tuer, mais endommager l'aspect social du métier. En partie, en tout cas. Autre problème, c'est... le workflow tout à l'heure que j'expliquais, le lazy dev, le développeur qui jette son problème dans une IA et qui veut plus réfléchir. On appelle ça en anglais brain rot, la dégénérescence intellectuelle ou cérébrale, qui est en gros la perte de ses capacités intellectuelles. On n'a pas d'énormes études à grande échelle parce que c'est quand même très nouveau ces outils-là, surtout leur puissance récente, comme elle augmente, que je vous dis à peu près, elle double après tous les 7 mois. Il y a 1 an, on n'était pas du tout au niveau qu'on a aujourd'hui, mais des devs qui ont essayé de déléguer la réflexion témoignent du fait que, ah oui, je commence à oublier les API, je commence à oublier certaines techniques, certains patterns, certains gestes, entre guillemets, certaines architectures du logiciel. Donc on sent qu'il peut y avoir une diminution des compétences techniques, qui sont quand même au cœur du métier de développeur, c'est un métier technique. Et donc, il peut y avoir ce dommage. Mais de la même manière que dans le GPS, à force de se reposer sur le GPS, on arrête de savoir naviguer dans l'espace. Mais l'autre problème, un des autres problèmes, le fait de déléguer la réflexion aux IA, c'est ce qu'on appelle le biais d'automatisation. Savoir le fait de se reposer entièrement sur un système automatisé fait qu'on baisse sa garde, entre guillemets, qu'on perde sur sa capacité à juger la réponse apportée par ce système automatisé. Savoir, je reprends l'exemple du GPS. Le GPS, il nous dit de sortir sur cette bretelle d'autoroute, mais nous, on voit que non, la bretelle, elle est remplie. Donc, non, mais chérie, tu vas pas sortir ici. Tu vois bien qu'il y a du monde, il y a un bouchon, ou il y a un accident, où il y a la police ou les pompiers. Tu vas pas sortir ici, on va être dans les bouchons. Non, mais le GPS a dit on sort là, alors on sort là. Alors que si on oubliait le GPS et que chérie, est-ce que tu vas sortir ici ? Je répondrais, ben non, évidemment, tu vois bien qu'il y a des bouchons. C'est stupide. Mais le biais d'automatisation, c'est le fait de baisser sa capacité, son jugement critique, son esprit critique et son jugement face aux solutions apportées. Il y a aussi ce risque, le fait d'accepter aveuglément
ce qu'un LLM, ce qu'une IA peut produire comme code, comme solution de technique, architecturelle, technique, peu importe, un algorithme, peu importe. Parce qu'on se dit, non, mais c'est une IA, non, bah, elle a raison, je vais arrêter de réfléchir et je vais prendre ce qu'elle a fait. Et ça, potentiellement, ça peut tuer le métier. À savoir que on a quand même un métier de technicien. Si un technicien perd sa technique, bah, c'est plus un technicien. Tout simplement. Tout simplement. Le vibe coding, ça va être un des derniers points que je vais aborder. C'est très à la mode. Terme créé par Andrei Karpathy, si je prononce correctement son nom, qui est un des cofondateurs d'OpenAI, qui a quitté d'ailleurs OpenAI, mais pas si longtemps que ça, mais qui dans son temps libre, globalement, chattait avec l'IA, donc ChatGPT, j'imagine, hein, parce qu'il travaillait chez OpenAI, pour créer des programmes, mais d'une façon, alors il le faisait déjà à l'oral. Je précise, peut-être que vous ne connaissez pas la définition exacte du vibe coding. Il le faisait à l'oral, il le faisait sans s'intéresser au code qui était écrit. Il dit voilà, moi tout ce que je veux, c'est je te donne mon programme final, ce que je veux, l'objectif final que je veux atteindre, débrouille-toi pour l'atteindre. Voilà, je veux faire un jeu qui fait ça. Alors c'était des petites expériences perso, hein, des petits sites internet ou des petites applications ou des mini-jeux qui s'amusaient à créer. Et pour lui, l'objectif c'était de dire bah, je vais voir de quoi l'IA est capable. Je joue avec l'IA. C'était un jeu pour lui. Il en a parlé, c'est devenu très populaire et aujourd'hui il y a quasiment des sociétés qui sont basées entières sur le vibe coding, une industrie. À savoir laisser la capacité à n'importe qui d'écrire du code et de leur promesse de dire vous allez pouvoir créer un SaaS et en 3 semaines vous allez devenir millionnaire, etc. Vous gagnez 10 000 euros par mois, etc. Bref, le vibe coding ça a très mauvaise réputation dans le cercle de développeurs parce que ça produit du code d'extrêmement, enfin notamment de mauvaise qualité parce que garbage in, garbage out, hein, cette fonction dont tu parlais tout à l'heure, y égale f de x. Si x, l'input est mauvais, il n'y a pas de fonction magique f qui rend y d'excellente qualité. C'est pas possible. Et comme on parle d'un métier technique, un input créé par un non-technicien ne peut pas être d'excellente qualité, et donc forcément, l'output y, il est de mauvaise qualité aussi. Donc dans les développeurs, on a un peu j'ai presque envie de dire du mépris face au vibe coder. Donc ok, c'est bien pour jouer s'ils ont envie de jouer avec. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son temps. Mais dans le monde du développement logiciel, c'est très mal vu, le vibe coding. Un petit peu. Et ben moi, je suis pas d'accord du tout. Premièrement, tous les vibe coders ne sont pas des mauvais devs potentiellement, parce que certains comprennent quand même la technique. Deuxièmement, en tant que développeur, parmi les workflows que j'ai montré tout à l'heure, les use cases augmentés par l'IA, il y a l'exploration. Quand on sait qu'on doit écrire du code jetable qu'on ne veut pas mettre en prod, mais qu'on veut juste explorer à l'espace des possibles, explorer un design visuel, explorer un type d'interaction, explorer la possibilité de se créer tel ou tel outil, une visualisation interne, un schéma interne, peu importe. C'est extrêmement utile parce que ça va très vite. Ça va très très vite. Et troisièmement, je trouve ça génial, la démocratisation de l'acte d'écrire du code. Que ce ne soit plus réservé à des personnes qualifiées qui savent écrire du code. Que n'importe qui puisse demain écrire du code, je trouve ça génial. Moi, je suis très satisfait. Alors, je suis d'accord avec les problèmes de sécurité qu'on a aujourd'hui et les problèmes de qualité de code, mais je suis ravi parce que si ces outils sont, comme j'ai dit tout à l'heure, condamnés à s'améliorer, un jour, on va avoir des logiciels pas mauvais écrits par des non-développeurs. Ça commence à arriver. Il n'y a rien qui empêche d'associer un non-développeur, un expert métier, et un développeur pour itérer très vite. Sous forme de vibe coding, avec un peu de guidage par un spécialiste, ça marche. J'ai vu des démos qui fonctionnent. Donc moi, je trouve le vibe coding très intéressant. Est-ce que ça peut tuer le métier de développeur, du coup ? On revient toujours à la question principale. Est-ce que ça peut tuer le métier de développeur ? On pourrait croire que il y aurait, à terme, si plus les modèles s'améliorent et les outils associés, il risque d'y avoir besoin de moins de développeurs. Si n'importe qui peut écrire du code, pas besoin de faire appel à des développeurs. Si n'importe qui peut lancer un POC, alors qu'aujourd'hui, un POC, je dis n'importe quoi, c'est 50K, 3 semaines, quelques développeurs pour essayer de faire une V0 ou une V0 ou une V1. Là, si ça peut être fait en 3 semaines par une seule personne sur son PC, sur son laptop, pourquoi aller embaucher une équipe de développeurs si je peux essayer de produire un prototype, voire plus même. Si les modèles s'améliorent, peut-être que c'est même du code, du software production ready, quoi. De qualité production grade, comme on dit. Voilà. Quelques éléments de réponse. Le vibe coding peut-il tuer le métier de développeur ? C'est à voir.
En rapid fire, mais j'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup débordé. Mais voilà, il y a d'autres points, d'autres aspects qui permettraient, sur lesquels il faudrait se concentrer sur savoir si l'IA peut tuer le métier de développeur. Des workflows avancés, le MCP, la monoculture de la tech. Les LLM ont tous entraîné sur les mêmes datasets, donc ils ne connaissent que certaines technologies. Et du coup, les technologies pas connues par les LLM, qu'est-ce qu'elles deviennent? Les tests, la vie privée, les modèles locaux, le coût aussi, les modèles économiques. Tout à l'heure, James a bien dit qu'une inférence pour une requête basique, ça coûte 1 centime. Pour des requêtes de code, je suis dans Codium, dans Cursor et compagnie, ça coûte quelques centimes, quelques cents. Du coup, voilà, posez-vous la question de savoir si votre abonnement à 10 euros ou 20 euros, qu'est-ce qui vous apporte vraiment, qu'est-ce que ça veut dire en termes de qualité, comparé à des produits gratuits ou des produits qui coûtent des centaines d'euros, quoi. Et d'autres avancements qui promettent que l'IA en général, les LLM, d'une manière ou d'une autre, vont vachement s'améliorer. Il y a des workflows, des modèles de diffusion, des modèles de contexte, des mixture of experts, des modèles multimodaux, et même Omni, qui savent aussi bien absorber n'importe quel... comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était toi, Warit. Tu parlais des modèles Omni. Non, c'était James. Pardon, c'était James. Voilà, qui savent créer en input et en output, n'importe quoi. Les modèles de type Absolute 0, type Alpha 0, AlphaGo, où en fait on part pas de données d'entraînement particulières, on laisse l'IA trouver son propre chemin, et on pense d'ailleurs, dans un article qui s'appelle The Peter Lesson, que en fait c'est la seule voie pour dépasser tous les modèles aujourd'hui qui ont atteint les niveaux surhumains, suprahumains, comme AlphaGo, AlphaZero ou AlphaFold. En fait, c'est des modèles qui ont généralement été entraînés avec cette technique d'entraînement. Le but, c'est pas d'avoir beaucoup de data et de qualité. Le but, c'est juste d'expliquer les règles à une IA et de donner autant de compute et de temps possible pour que l'IA trouve, par ses propres moyens et sans biais humain, qu'elle soit capable de dépasser le niveau humain. Et pour l'instant, ça s'est vérifié. Donc, peut-être qu'on va arriver à ce niveau-là sur les LM. Bref, j'ai beaucoup dépassé. Voilà la bibliographie qui est un peu incomplète, qu'il faut que je complète. Je publierai mes slides bientôt. Et je vous dis merci. Est-ce que vous avez des questions? Mais d'ailleurs, est-ce qu'on a le temps? Je ne sais même pas si on a le temps. Je vais voir les questions. Hop, pardon. Je ne sais pas si vous avez envie de rebondir sur le plateau, parce que j'ai beaucoup... Ouais, moi j'ai une question. Dis-moi. Tu as mentionné plusieurs fois l'expression la question de la survie du métier de développeur. Oui. C'est un métier rigolo de développeur parce que dans mon esprit, il est mort et il est rené. Il est rené. Je sais pas, excusez-moi pour le français. Il a ressuscité plusieurs fois. Je veux dire, entre un développeur des années 80 et un développeur des années 2000, c'est quand même très difficile de voir des points communs déjà. Et il me semble qu'il y a peut-être même plus de différence qu'entre un développeur des années 2000 et un développeur des années 2020. Quand même, Internet, c'est énorme. Oui. Tu parlais du côté social. Oui. Je ne suis pas tout à fait certain qu'il ait fallu être très social dans les années 80, par exemple. Tu vas se trimballer avec son support de stockage de code perso, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui a existé. Et à l'époque, il n'y avait pas Stack Overflow. Maintenant, il n'y a plus Stack Overflow à cause de LLM, mais quand même. Alors, t'imagines, entre les années 80 et les années 2020, il n'y a aucun rapport. Oui. À mon avis, il n'y a même pas de langage commun, quasiment. Quasiment, hein. J'exagère un peu. Donc, est-ce que le développeur des années 2020, il va encore mourir et il y en aura un autre en 2030 ou 2040, quoi. Alors, voilà ma question. T'as vu, j'ai réfléchi. Je pense que... j'en doute pas, je sais que tu en es capable. Je pense que... Alors, c'est difficile de parler d'évolution, parce que est-ce qu'on parle à court, moyen ou long terme? Long terme, les prédictions dans le monde de l'IA, elles sont toutes révélées fausses, que ce soit en termes de date ou en termes de résultats. Donc, je ne vais pas aller aussi loin. Mais à court et moyen terme, je pense que le métier, on a vu les derniers produits d'OpenAI et de Google qui vont dans ce sens-là, à savoir Jules et Codex. On donne une tâche, et on appuie sur Entrée, puis on peut aller faire autre chose. Et on peut paralléliser des tâches. Je l'ai fait sur une petite... Je l'ai fait la semaine dernière
En 2010, tu pouvais pas le faire. En 2010, c'était impossible. Oui. Mais la semaine dernière, j'ai testé Jules, qui est en bêta gratuite par Google, et j'ai fait développer, alors c'était une tâche très simple, une petite extension Firefox que je m'étais créée en vibe codant, donc j'ai pas honte de le dire. En un quart d'heure, je me suis fait un outil très utile pour moi. Et j'avais voulu un petit changement à faire. Le changement, je l'ai écrit sur mon téléphone. Puis après, je suis parti faire autre chose. Et j'ai vérifié le code 2 jours après. Il m'a fait une pull request tout seul. J'ai regardé, tout marchait. Et je pense que la manière dont nos métiers va mourir et ressusciter, c'est qu'à terme, il faudra toujours avoir des compétences techniques. C'est obligatoire de savoir comment les ordinateurs fonctionnent, les machines, le hardware et le système design, comment on doit fonctionner, comment on met en réseau des choses, comment on fait de la sécurité. Par contre, on va être... certains pensent que si vous avez joué à des jeux vidéo, notre rôle, ça va être Age of Empires, le général de l'armée. Age of Empires, imagine un jeu stratégie où vous avez plein de soldats. Voilà, des soldats que vous envoyez à gauche, des soldats que vous envoyez à droite. Fabrique un pont. Toi, défends l'autre pont là-bas, défends la tour de communication. Toi, va attaquer l'ennemi là-bas. Et tout ce qui t'intéresse, c'est de diriger les soldats à droite, à gauche. De diriger des agents pour leur donner des tâches. Et de temps en temps, avoir la capacité de zoomer pour dire « Ah, là, je vais descendre, je vais aller mener ce combat en particulier. » Tiens, donc je vais rentrer potentiellement dans le code. Vérifier précisément le code, peut-être reprompter, changer, tweaker un petit peu. Et sinon, si ça va bien, parce qu'à terme, les IA vont devenir... si on reste dans cette courbe x2 dans moins d'une décennie, le code sera quasi parfait tout le temps. Donc meilleur que n'importe quel être humain, quasiment. On va peut-être juste dézoomer. Tiens, écrire du logiciel, ça va juste être un prompt. Ça va être beaucoup de réflexion produit. Quelle est la valeur qu'on va apporter? Ça change pas. Ça peut pas changer, ça. Il faut toujours que ce soit utile, sinon ça ne sert à rien. Mais une fois qu'on a compris la valeur, si on sait expliquer la valeur et demander à LLM, écris-moi le logiciel qui correspond à cet apport de valeur. Entrée. Là, j'ai presque dit le prompt magique. Écris le code qui correspond à cette valeur ajoutée. C'est globalement ça le métier. Ça risque de devenir juste ça. Et de le faire en parallèle, en séquence, depuis un téléphone, depuis des interfaces qui permettent de piloter plusieurs agents. C'est peut-être comme ça qu'il va mourir et ressusciter le métier. Ok. Alors je suis désolé, Vas-y, les questions. Oui, Mathieu n'est pas là, mais il faut que je les lise. Il faut savoir, du coup, quels sont les tips que vous donneriez aux devs juniors pour se démarquer dans cette situation. Basculer sur des outils de type curseur ou rester sur cette base de brainstorm, concept, debug. Alors, moi, je vous conseille d'apprendre à coder. C'est ultra indispensable. Pourquoi ? Le système que j'ai montré tout à l'heure, les fonds d'investissement IA, des fonds d'investissement très avancés qui utilisent des algorithmes, etc. En fait, dans ces fonds d'investissement, on a des systèmes informatiques très avancés. Donc déjà, il faut qu'ils soient créés par des informaticiens. Donc là, de toute façon, il faut des développeurs pour le faire et maintenir ces systèmes. Et l'interaction avec ces systèmes est faite par à la fois des techniciens pointus et des experts métiers. Et comme le dit très bien Warid tout à l'heure, en vrai, dans le métier du développeur, on doit de toute façon s'intéresser un minimum James aussi le disait, on doit s'intéresser au métier en question. Il faut quand même apprendre un minimum. Donc, ce qui va sauver, je le garantis, j'en sais rien. Je dis, j'arrête de prédire, je prédis pas l'avenir. C'est faux, je viens de chercher. Hein. Mais c'est l'expertise. Ouais. C'est l'expertise humaine, aussi bien l'expertise technique que l'expertise métier. Sans expertise technico-métier, l'humain, oui, est remplaçable. Mais ce couple technico-métier, je ne vois pas comment il peut être remplacé par une IA. Parce que voilà, être très proche du terrain, connaître ses utilisateurs, connaître en plus comment fonctionne la machine et savoir ouvrir le capot, ça a trop de valeur, ça. Ça a beaucoup de valeur. Ouais. Oui, c'est l'heure. Ça y est. Très bien. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé, beaucoup plus que les autres en plus. J'ai un peu monopolisé la parole. Merci à tous. Mais en tout cas, merci d'avoir participé. Je remercie encore Evrig, mon employeur, pour nous avoir aidé à organiser cette super conférence, que j'espère que vous avez appréciée. Merci Warid. Merci James pour vos super talks. Merci à Thomas, même s'il il a déjà quitté les lieux. Il a dû partir plus tôt. Merci à Mathieu qui est je ne sais où d'ailleurs. Il s'est un peu enfui, c'est pas grave. Il est parti manger affamé, peut-être que voilà, il ne sait pas retenir son appétit. Merci à vous d'avoir été présents, d'avoir participé, posé des questions. On a essayé de faire notre mieux pour relayer vos questions à tous les speakers. Cet événement se termine maintenant. Je vais bientôt cliquer sur un bouton que je découvre qui s'appelle
éteindre le stream. Mais avant ça, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur les internets. Vous retrouverez les informations sur le compte LinkedIn, notamment de Mathieu et de moi-même. Alors, on est développeur web, mais on n'a pas de site internet, c'est un peu la honte. C'est pas grave. Mais voilà, allez sur le LinkedIn et sur les réseaux sociaux pour nous retrouver, pour retrouver les liens. Sur la chaîne YouTube CTO InShape, vous retrouverez ces vidéos de chaque talk, donc découpées individuellement dans les prochaines semaines. Donc restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche. Et n'hésitez pas à poser des questions à Mathieu et moi-même ou aux speakers. Voilà, maintenant vous connaissez leur qualité. C'est des gens très bons et je suis sûr qu'ils sont très ouverts. Merci Adam, tu dis merci à tous, super moment. Je suis ravi que ça t'ait plu. On est vraiment ravis que ça t'ait plu et j'espère que ça vous a plu à tous. Et à très bientôt pour un prochain épisode dans CTO InShape. À bientôt. Ciao.